Un homme est au centre de l'affaire. Un homme qui vit au cœur de la zone grise où se négocient les grands contrats d'armement de la France. Un homme en rivalité frontale avec Ziad Takieddine. Alexandre Djouri, de son vrai nom Ahmed Djouri. Un homme qui n'a rien d'étranger à notre histoire. Il est depuis 18 ans le correspondant du commandant François Casanova. Il est au cœur de l'enquête de Pierre Péan. Alexandre Djouri est très discret. Il n'aime pas que l'on parle de lui ailleurs que dans les conseils d'administration du CAC 40 ou chez ses amis des cabinets ministériels. Djouri est donc un quasi-inconnu, jusqu'à ce que quelques journalistes commencent à s'y intéresser. Le parcours de l'homme d'affaires est digne des meilleurs polars. D'abord, il est évident que le parcours qu'il a fait montre que c'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui sait saisir les opportunités. Parce qu'il n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il est né dans le 9-3, très rapidement, il arrive dans le 9-5 à Sarcelles. Il a un certain charisme, il sait bien se battre, et il sait raconter des histoires. Et d'habitude, ceux qui ont leurs habitudes à l'Élysée viennent de l'ENA généralement, après Sciences Po, HEC, etc. Lui, son HEC, c'est tout simplement une bande de voyous à Sarcelles. Il est un peu le chef charismatique. Il a comme héros Alexandre le Grand, ce qui est quand même assez original. Et il s'intègre à ce que les policiers vont appeler le gang de la banlieue nord. Je ne sais évidemment pas le détail de ce qu'il a fait, Alexandre Djouri, mais je sais que le gang était connu de tous les policiers pour faire des vols à main armée, pour faire du racket, etc. Mais ils estiment que Sarcelles et la banlieue nord, ça ne suffit pas, et ils décident de monter sur Paris grâce à un de leurs copains qui s'appelle David Les Yeux Bleus, et là ils vont se retrouver dans le faubourg Montmartre, eh bien tout simplement dans le clan Zemmour. Zemmour, c'est dans la fin des années 70, c'est le top du top de la pègre du grand banditisme parisien. Et il va, par son bagou, il va réussir dans les boîtes de nuit à s'acoquiner avec plein de gens. Il va très rapidement ainsi devenir proche du fils du directeur général de l'UNESCO. Il va passer au-delà du fils pour devenir copain du père, qui va lui ouvrir plein de gens à l'UNESCO, ce qui va l'entraîner vers des relations avec les fils de chefs d'État africains, des gens importants en Afrique, et puis la même chose sur le Proche et le Moyen-Orient. Et donc, en peu de temps, c'est quelqu'un qui va se constituer un carnet d'adresses extraordinaire, et parallèlement, il devient très proche, le meilleur pote d'Anthony Delon. Et il va lui suggérer de monter une affaire de blouson de cuir à la mode en utilisant le nom de Delon, AD, comme le père. Le père, ça lui plaît pas du tout, et va rentrer en bataille extraordinaire avec son fils. Et Alexandre Djouri va participer à la guerre, on peut parler de véritable guerre, entre le clan de son père et le clan et le fils. Et là-dedans, il y a des morts. Dans la guerre Delon père-fils, il y a des morts. Dans la guerre Delon père-fils, il y a des morts. C'est dans cette affaire Delon que pour la première fois, le nom de Djouri apparaît au détour de quelques brèves. Il a 27 ans et il se présente déjà comme un homme d'affaires. Il reçoit quand même une balle de 11,43 dans le dos. Mais à partir de ce moment-là, sa vie va changer. Parce que, et je pense qu'une des explications qui permet de comprendre pourquoi ça n'a jamais été jusqu'au bout, les enquêtes, c'est qu'à partir de 86, il va être protégé. C'est-à-dire qu'il va être tamponné par des flics, François Antonat d'abord, et François Casanova à peu près en même temps. Mais François Antonat, qui est le premier à l'avoir tamponné, à avoir fait de lui, alors appelons comment, indique,
je ne sais pas quoi, moi, honorable correspondant, je ne sais pas très bien. Mais François Antonat va le tirer, parce que François Antonat passe chez Elf à partir de 90. Et à partir de 90, Djouri va travailler beaucoup sur l'Afrique noire, beaucoup avec Elf. Et il commence à gagner de l'argent, pas mal, probablement qu'il transporte des valises. On n'a jamais la preuve des valises. Hein. Il revient proche d'Alfred Sirven, il revient proche de Sassou, il vient proche de Bongo, etc. Et puis à partir de 1995, il va changer de statut. Il rentre dans l'entourage de Dominique de Villepin. Au point où il va devenir progressivement un homme véritablement dans la chiraki, quelqu'un d'important, hein, qui rend des services. Lui, son métier, au fond, c'est rendre des services. Alexandre Djouri est donc l'homme qui, en décembre 2003, rend ce grand service au président Chirac et à Dominique de Villepin. Déjouer le plan de son rival Takieddine et des Sarkoziens dans le contrat Mixa, en intervenant directement auprès des Saoudiens. Dominique de Villepin et Alexandre Djouri doivent tout faire pour récupérer ce contrat, alors que Takieddine se bat dans l'ombre pour rattraper l'affaire. Or, que se passe-t-il le 26 décembre 2003 ? Voilà que réapparaît Imad Laoud. Il rédige une note pour le général Rondeau. Une note très détaillée, prétendant révéler les dessous du contrat Mixa. Cette note est une recomposition d'informations assez précises, mais difficile à vérifier. Elle prouve cependant une chose, que Laoud est alors l'un des rares Français au courant des dessous du contrat. Comment ? Mystère. Un seul de ses amis aurait pu l'informer, l'homme qui, aux renseignements généraux, est l'intime d'Alexandre Djouri, le commandant Casanova. Sur la période fin 2003, début 2004, vous avez écrit une note sur un contrat en cours, qui est le contrat Mixa. Oui. Alors, oui, je me souviens de cette note. Alors, oui, je me souviens de cette note, oui. Pourquoi est-ce que Rondeau s'intéresse à l'affaire Mixa ? Alors, Mixa, parce qu'en fait, je pense qu'à ce moment-là, il est question de rétrocommission dans l'affaire Mixa. Mais à ce moment-là, Rondeau me demande de faire une note sur l'affaire Mixa. Donc, je vois très bien où vous voulez en venir. Vous voulez en venir sur est-ce que il n'y avait pas encore le nom de Sarkozy qui traînait peut-être quelque part à ce moment-là, c'est ça ? Pas forcément, oui. Moi, je n'entends pas parler de Sarkozy à ce moment-là. Tout ceci se passe au moment où, rappelez-vous, Jean-Louis Gergorin ne pense qu'à une chose, le prétendu complot contre Lagardère et l'affaire des frégates de Taïwan. Cette obsession, on l'a vu, le conduit au Quai d'Orsay, où il s'ouvre le 1er janvier à Dominique de Villepin. Rendez-vous qui a provoqué la fameuse réunion secrète du 9 janvier entre Villepin, Rondeau et Gergorin, celle qui signe l'entrée du sommet du pouvoir exécutif dans l'affaire Clearstream, celle où pour la première fois, le nom de Nicolas Sarkozy est officiellement prononcé. Or, que trouve-t-on dans le compte-rendu de cette réunion rédigée par le général Rondeau ? Mieux qu'une référence au contrat Mixa, le nom d'Alexandre Djouri, que prononce Dominique de Villepin, inquiet de savoir si son ami figure sur les listings. Ce lien entre l'affaire Clearstream et le contrat Mixa, il est fait à travers le compte-rendu de la réunion du 9 janvier entre Dominique de Villepin, Jean-Louis Gergorin et le général Philippe Rondeau. Effectivement, le lien entre l'affaire Clearstream et l'affaire Mixa, qui pour moi est absolument essentiel, se fait le 9 janvier par la bouche même d'un des principaux acteurs, qui est Dominique de Villepin. Et il le fait donc par le nom de Mixa, mais il n'est fait pas seulement par ça, il est fait par le nom de Djouri, qui est son champion dans justement l'affaire Mixa. À partir de cette réunion du 9 janvier, on peut voir comment les deux affaires sont liées. Mais il y a une autre façon, c'est que Casanova, donc très proche de Djouri, va présenter Imad Laoud à Alexandre Djouri, et c'est le déjeuner du Ritz.